À la une ce soir, le dialogue semble rétabli entre les médecins urgentistes et la direction de l'hôpital de Cayenne. Alors que leur démission était effective depuis près de 24 heures, une réembauche de 2 mois a finalement été acceptée par les responsables du char. Nous y reviendrons. Les 40% d'abattement fiscal dont bénéficient les Guyanais appelés à disparaître. Les petites lignes du livre bleu présenté par le président de la République remettent en question cet avantage ultramarin. Des détails à découvrir dans votre journal. Enfin, nous nous rendrons à Paris où Moredac, votre média alternatif durant la pause de votre JT, a été à la rencontre des Guyanais qui ont marqué le carnaval tropical en s'imposant culinairement et artistiquement. Des images qui vous seront dévoilées dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane pour votre journal local et régional. Gabriel Serville est l'invité de notre journal pour balayer l'actualité, santé, finances ou encore politique. Le député de la première circonscription abordera tous ces sujets avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Alors, commençons avec un sujet d'actualité brûlante qui impacte les habitants du centre littoral avec le premier jour sans les 17 médecins urgentistes de l'hôpital de Cayenne. Je vous propose, avant d'échanger, de regarder ce sujet tourné par Pierre Tréfou. Aujourd'hui, ils étaient 3 médecins à assurer le service des urgences de l'hôpital de Cayenne. Sur 25 médecins urgentistes, 17 ont démissionné pour dénoncer les départs massifs et les conditions de travail. Avec 232 médecins pour 100 000 habitants, la Guyane est l'un des plus grands déserts médicaux de France. Face à cet exode des médecins, les élus de Guyane ont rencontré ce matin la direction de l'hôpital. Cette situation nous inquiète très lourdement et que nous n'avions pas l'intention de rentrer dans les aspects techniques du dossier. Simplement, il faut que la direction, avec la direction générale de l'ARS, propose des solutions pour que les Guyanais puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles. On savait qu'avant la démission des médecins, la situation était déjà critique et c'est ça qui les a poussés à manifester leurs inquiétudes. À partir d'aujourd'hui, il y a une véritable raréfaction des urgentistes avec des problèmes qui seront accrus. Donc nous avons estimé qu'il était de notre devoir que d'alerter la direction par rapport à cet état de fait. Pour accueillir les 120 patients journaliers, 40 médecins sont nécessaires pour assurer le fonctionnement des urgences SAMU. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 28. Sur le coup de la colère, j'ai beaucoup fait, beaucoup dit, mais il y a quand même le personnel qui n'ont jamais laissé tomber mon fils. Ils n'avaient pas de place, les médecins, mais les personnes qui travaillent là sont venues le soigner, ont changé le pansement, on me dit Rudy, ils ont été là et je voulais plus parce que là c'était la parole du père. Mais quand je vois l'état de l'hôpital, comment ça se passe, il faut vraiment sauver cet hôpital. Une rencontre a eu lieu cet après-midi entre la direction de l'Agence régionale de la santé et l'hôpital et une délégation des médecins démissionnaires pour trouver une solution. Après de vives tensions lors de la réunion, la CME a décidé de faire re-signer les urgentistes démissionnaires pour 2 mois. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Vous étiez aux urgences ce matin, un jour après la fin de ce préavis. Dans quel but vous êtes rendu au char ? En tant que représentant de la population de Guyane, il était de mon devoir d'alerter la direction du char. Et c'est ainsi qu'en compagnie de mon collègue sénateur Antoine Karam, du secrétaire général du PSG et de d'autres personnes qui relèvent de la société civile mais fortement engagées pour la défense de la santé, on a considéré qu'il était nécessaire d'alerter la direction pour lui dire que la démission était effective parce qu'on en a discuté avec les médecins urgentistes concernés et on ne pouvait pas laisser le service d'urgence de cet hôpital dans une telle situation de déshérence. Et donc on a eu un entretien, une séance de travail au cours de laquelle nous avons lourdement insisté auprès de Madame la directrice pour qu'elle accepte la proposition qui avait été faite par les médecins de leur faire à nouveau un contrat pour 2 mois, le temps de continuer à travailler sur le protocole qui est en cours d'élaboration. Mais surtout l'objectif que nous visions essentiellement, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge des Guyanais et dans la qualité des soins qui leur sont fournis. Dans un registre un peu plus large, quel est votre sentiment sur la crise sanitaire qui traverse non seulement Cayenne, mais tout le territoire ? Mais c'est une crise qui concerne la France dans sa globalité. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, en commission à l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé elle-même a reconnu que la France avait raté le coche il y a 15 ans de cela. Lorsqu'il fallait revenir sur le principe du numerus clausus pour augmenter le nombre de médecins, on n'a pas cru bon le faire. Et aujourd'hui, on paye les conséquences de ce qui n'a pas été correctement organisé et structuré il y a 15 ans. L'objectif qu'elle se fixe pour les 15 années à venir, c'est qu'aujourd'hui, on prenne les bonnes décisions pour qu'on ne soit plus dans cette
cette pénurie de médecins, dans cette désertification médicale, mais qui touche en particulier la Guyane. Ma grande inquiétude, c'est qu'entre ce qui est dit par les membres du gouvernement et ce qui est réalisé, il y a loin de la coupe aux lèvres, parce qu'elle a une feuille de route qui lui indique qu'il faudra économiser 4 milliards d'euros sur la santé entre aujourd'hui et la fin de la mandature. Je ne sais pas comment on fera pour régler cette équation. Revenons au conflit qui a opposé pendant de longues semaines le personnel soignant et la direction. Certains médecins auraient même été menacés. Je vous propose de regarder une interview filmée par Pierre Tréfou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand la directrice vous a appelé ? Donc, elle m'a appelé au téléphone après une interview à la radio aujourd'hui. Elle m'a posé la question si j'étais consciente de la démarche que j'ai faite en tant que démissionnaire. J'ai dit oui. Elle me disait, autant qu'étrangère, pas de contrat de travail, pas de carte de séjour, Elle m'a menacé même de me radier du Conseil de l'Ordre. Et elle m'a fait comprendre que je devais quitter le territoire guyanais comme je serais sans carte de séjour et sans carte professionnelle étant étrangère. Et du coup, je lui dis, il n'y a pas de souci, je quitte le territoire guyanais, je vais travailler sur Paris. Et la dame, elle me disait que j'ai pas le droit de quitter, de travailler sur Paris parce que dans sa tête, je suis étrangère et je suis tunisienne, je viens de Tunisie. Alors j'étais abasourdie et étonnée encore une fois. Elle m'a épatée par son incompétence car quand elle m'a appelée, elle croyait qu'effectivement je venais de l'étranger alors que moi j'exerce à Paris et la région parisienne depuis 2012 et je suis venue en Guyane qu'en avril 2018. Donc je suis un médecin étranger mais qui exerce depuis un bon moment sur le territoire français. Et à la Réunion, là, qu'est-ce qui s'est passé ? Et à la Réunion, donc nous on a commencé un peu à discuter à propos de la crise imminente là et qu'est-ce qu'on fait et on a évoqué la menace et du coup je me suis présentée devant tout le monde et j'ai évoqué le problème et j'ai évoqué la discussion que j'ai eue, la conversation téléphonique que j'ai eue avec elle. Elle n'a pas pu me répondre, elle n'a pas pu me regarder dans les yeux face et elle a fini par quitter la salle devant tout le monde sans me répondre pourquoi elle a fait ça. Moi, je tiens à informer que j'ai porté plainte et que j'ai pas mal de contacts avec quelques avocats. Donc, je ne vais pas lâcher l'affaire. C'est une affaire personnelle maintenant parce qu'elle ne me touche pas que sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan social, parce que cette dame, elle cherche à m'expulser alors que je suis médecin, je ne suis pas une clandestine. Donc, affaire à suivre. Un témoignage assez édifiant. Quel est votre sentiment en écoutant les propos de ce docteur ? Alors tout d'abord, j'aurais voulu dire à quel point je ne puis que me réjouir de l'issue favorable que connaît ce conflit puisque les contrats seront signés. Là, on est sur un exemple que je ne puis que regretter parce que arriver à ce stade à mélanger les gens, il y a des médecins qui réclament de meilleures conditions de travail. Je crois que leur objectif, c'était de faire en sorte qu'ils soient en capacité de mieux soigner les Guyanais et qu'on en arrive à ce stade où on va faire des pressions, on exerce des menaces. Moi, je dis que c'est un épisode regrettable et il faudra vite qu'on l'oublie. Comme je l'ai dit ce matin à Madame la directrice de l'hôpital, il faudra qu'on mette de côté nos égos et puis qu'on se donne les moyens de travailler sans se regarder en chien de faïence parce que l'hôpital aura besoin que ces différents acteurs soient dans la dynamique de concertation, de collaboration pour mieux soigner les Guyanais. C'est ça pour moi la priorité des priorités. Et donc j'encourage le personnel à maintenir le cap parce qu'il a fait un gros boulot. Je voudrais aussi souligner la présence des personnels qui sont syndiqués au syndicat UTG Santé qui était présent cet après-midi pour encourager les collègues médecins à tenir bon. Et on voit bien que c'est par la collaboration et par une action collective qu'on arrive à des résultats favorables. Il faudra qu'on maintienne le cap parce que cette étape est franchie, mais il y a encore beaucoup d'autres problèmes qu'il va falloir régler pour améliorer la santé publique en Guyane. Une autre collaboration qui a fait couler beaucoup d'encre, l'embauche de M. Cahuzac par le CHAR. Est-ce que vous auriez une observation à partager avec nous à ce sujet-là ? Je vous dirais en toute humilité que j'ai entendu tellement de commentaires sur cette embauche de M. Jérôme Cahuzac que je n'ai pas envie de réagir par rapport à cela. Si dans les jours qui viennent, il y a du nouveau et qui nécessiterait que le député que je suis intervienne, il le fera. Mais pour l'instant, je préfère rester vraiment préoccupé et concentré sur la question qui concerne directement la santé publique et l'hôpital de Cayenne notamment. Très bien. Sur ces mots, nous allons passer au deuxième volet de notre interview, la présentation du livre bleu la semaine dernière à l'Élysée, présentation à laquelle vous avez assisté, qui avec le recul réserve quelques propositions de réforme fiscale qui ne vont pas forcément faire la joie des ultramarins. Les explications de Kerwin Alcide. Chaque année, cette faveur à destination des contribuables coûte à l'État la coquette somme de 400 millions d'euros. Pas étonnant que le gouvernement compte y mettre un terme.
Grâce à cet abattement d'hommes, beaucoup de foyers modestes échappaient à l'impôt. Ils risquent désormais de passer à la caisse. Et de manière générale, tout le monde payait moins d'impôts. À titre d'exemple, un contribuable installé en Guyane ne payera que 600 € d'impôt sur le revenu, alors qu'il aurait dû s'acquitter de la somme de 1 000 € s'il habitait à Paris ou à Marseille. Avec la remise du livre bleu la semaine dernière, l'État s'est engagé à mobiliser plus de 700 millions d'euros dans les territoires d'outre-mer. Pour pouvoir tenir ses promesses, le gouvernement se voit dans l'obligation de donner des coups de rabot ici et là. Grâce à la disparition de cet abattement d'hommes, le gouvernement s'approcherait de son objectif. Alors que le prélèvement à la source pointe le bout de son nez, cette nouvelle déconvenue fiscale pourrait provoquer une grogne au sein de la population. Pour le moment, l'État n'a pas encore annoncé quand cet abattement sera abandonné. Même si beaucoup parlent encore de menaces, difficile d'imaginer le gouvernement abandonner ce pactole, même si cette décision risque de faire mal au portefeuille. Que pensez-vous, monsieur le député, de cette proposition de réforme? On a eu beaucoup de discussions avec la ministre des Outre-mer, à qui on a tenté de faire comprendre qu'il fallait effectivement agir sur l'écosystème économique des Outre-mer, mais en faisant extrêmement attention à ne pas déranger comme ça de façon trop brutale les grands équilibres sur lesquels nos économies respectives essayaient de progresser. Alors vous aurez remarqué que dans ce qui est dit, on s'attaque à des acquis, on s'attaque au congé bonifié, on s'attaque à cet abattement d'hommes, on s'attaque à plein de principes, à la surrémunération des fonctionnaires que l'on veut égratigner. Je crois qu'il faudrait que le gouvernement comprenne qu'avant que de prendre des décisions de cette envergure, il faut qu'il prenne le temps de l'analyse, parce qu'il y a des analyses qui ont été faites et qui ont démontré que cet abattement n'était pas si négatif que ça, que la surrémunération des fonctionnaires, même si ça générait une espèce de différentiel entre la fonction publique et la fonction privée, mais que l'argent gagné par les fonctionnaires qui ont leur compte domicilié en Guyane, qui vivent en Guyane, qui payent des impôts en Guyane, qui consomment en Guyane, était de l'argent qui était réinjecté dans l'économie de la Guyane. Donc il n'y a pas que des aspects négatifs. Et nous considérons qu'avant que d'aller vers la décision d'arrêter de façon aussi brutale comme le laisse entendre le président de la République, eh bien, il faudrait qu'on ait des moments de discuter, des moments de discussion, parce qu'il y va de l'avenir du territoire. Je considère que la Guyane donne à la France autant que la France peut donner à la Guyane. La règle que nous observons, c'est que lorsque l'État injecte 100 € en Guyane, eh bien, il y a 85 € qui repartent vers la métropole, parce que la Guyane ne produit rien, quasiment. On ne fait que importer. Et tout cet argent passe dans la consommation et dans le fonctionnement. Et donc, il ne faut pas que l'on pense que la Guyane fait partie encore des confettis de l'Empire. Au contraire, il y a des réalités économiques sur lesquelles on peut défendre certains principes. Et il faudrait que la France accepte de l'entendre et sortir de cette relation jacobine avec cette hiérarchie verticale où Paris impose à chaque fois au territoire d'outre-mer sa vision des choses. Le président nous a bien dit qu'il veut signer un pacte girondin avec les territoires, mais vous voyez bien qu'il y a une fronde terrible qui est en train de naître en ce moment au sein de l'Association des maires de France, au sein de l'Association des régions de France, également pour les départements de France qui n'acceptent pas de signer ce pacte financier qui est proposé par l'État. Donc je dis à plus forte raison, les territoires d'outre-mer, y compris la Guyane, qui se trouve autant éloignés de la métropole, avec autant de difficultés sur l'économie, sur le social, sur le développement de la jeunesse, ces territoires devraient bénéficier d'une écoute et d'une oreille beaucoup plus attentive de la part du gouvernement. Quelle est votre lecture au sens large de ce document qui cristallise en fait les attentes et la politique ultramarine des 4 prochaines années? Alors j'ai dit avec un grand sourire que pour moi, le président de la République a fait un inventaire à l'après-vert. Il a passé en revue toute une série de thématiques, l'économie, la jeunesse, le marché, notre ancrage dans nos bassins géographiques respectifs, etc. Il n'a rien oublié. Alors moi je considère qu'il faudrait que le président de la République prenne le temps d'entendre ce que veulent les Guyanais. Je sais que la collectivité territoriale de Guyane, la CTG, a organisé des états généraux. Je sais que ça devrait aboutir à la rédaction d'un livre qui serait le projet Guyane et qui devrait être la seule interface entre la Guyane et le gouvernement. Il faut que nous prenions connaissance du contenu de ce projet Guyane et je considère que c'est uniquement sur cette base-là que la discussion devrait pouvoir s'établir. Néanmoins, je voudrais juste faire une petite remarque. À la fin du discours du président de la République, si vous avez remarqué, il a parlé de cette France archipélagique, il a parlé de mettre en place une démocratie des îles, il a parlé de la puissance française, mais qu'elle détient à travers la possession de tous ces territoires d'outre-mer. C'est ce qui doit nous faire penser que nous devons relever la tête et regarder en face ces problèmes, mais surtout dire au gouvernement parisien que votre force, vous la détenez des territoires d'outre-mer, y compris de la Guyane, à travers la zone économique exclusive, à travers la superficie de ce vaste territoire de forêt équatoriale guyanais,
guyanaise, etc. Et qu'il faudrait dorénavant que l'on soit dans une discussion donnant. Il ne faut pas qu'on soit dans une relation de dominé à dominant. Je crois qu'il faut changer le paradigme et on va faire en sorte que Emmanuel Macron, notre président, soit en capacité d'entendre ce message. Troisième et dernier volet de notre interview, les 3 amendements que vous avez proposés. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus, monsieur le député? Alors, je propose plusieurs amendements, dont un qui va porter sur l'alinéa 2 du préambule de la Constitution française, qui, selon moi, est un alinéa qui est totalement caduc, parce qu'il date de l'époque où la France voulait mettre en place un processus pour aller vers la décolonisation, se séparer de toutes ces colonies qu'elle avait à l'époque. Entre-temps, certains territoires ont été décolonisés, ils sont devenus totalement indépendants, mais il se trouve que cette partie de la Constitution n'a pas changé, donc on va travailler pour pouvoir apporter les modifications. Après, il y a pas mal d'autres articles sur lesquels on veut apporter des modifications, mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler ultérieurement. Simplement, pour moi, le sujet le plus important, c'est qu'on a observé que l'article 73, dans sa nouvelle version proposée par le gouvernement, contrairement à ce qu'il dit, n'apporte pas plus de souplesse dans la gestion de nos collectivités, mais au contraire, c'est un véritable corset, c'est un véritable carcan que le gouvernement veut nous imposer à travers la rédaction de cet article 73 nouveau. D'ailleurs, ça a été dit par des professeurs de droit constitutionnel qui se demandent mais pourquoi est-ce que les élus des Outre-mer, des collectivités régies par l'article 73 n'ont pas suffisamment réagi par rapport à ce qui nous est proposé. Moi, je considère que les réalités de la Guyane, et je ne suis pas le premier à le dire, beaucoup d'élus guyanais l'ont dit avant moi, le président Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand, tous ces présidents l'ont dit. Général de Gaulle, lorsqu'il est venu en Guyane, il a dit qu'il est conforme à la nature des choses, qu'un territoire en somme aussi éloigné de la métropole et avec de tels traits caractéristiques puisse bénéficier d'un statut qui soit un statut d'autonomie qui soit proportionné aux conditions dans lesquelles il doit vivre. Eh bien aujourd'hui, je suis sur cette longueur d'onde à demander un statut spécial pour la Guyane, à demander un statut sui generis. Il ne s'agit pas de nous obliger à rentrer dans un cadre qui ne correspond pas à nos mensurations, mais la démonstration que je ferai à l'Assemblée nationale, c'est de dire à mes collègues de la représentation nationale, mais aussi aux membres du gouvernement, que s'ils veulent vraiment que la Guyane évolue, eh bien, il faut qu'ils acceptent d'entendre cette différenciation. Ce droit à la différenciation, ce droit à la différence dont le gouvernement se gargarise depuis quelque temps, on va exiger qu'ils l'entendent, que sur le terrain, ça doit avoir des conséquences pratiques et c'est le sens du combat que nous allons mener la semaine prochaine. Ce droit à la différence dont vous venez de nous parler n'est-il pas un petit peu impulsé par la proposition de votre collègue M. Adam avec son statut de pays d'outre-mer? Alors, ce sont des idées qui sont similaires et c'est pour ça que j'avais proposé à mon collègue Lénaïque Adam que l'on puisse se retrouver pour se mettre d'accord de sorte que les 2 députés guyanais puissent arriver dans l'hémicycle avec des positions communes. Je ne demande pas que les positions soient clonées les unes sur les autres, mais qu'au moins on puisse avoir un regard commun. Moi, je regrette énormément qu'au niveau de la collectivité territoriale de Guyane, on n'ait pas pris la décision de convoquer un congrès ou alors un séminaire qui nous aurait permis à nous, les élus de Guyane, de la CTG, les parlementaires, les maires de Guyane, de se retrouver pour pouvoir évoquer la question de cette révision constitutionnelle dans laquelle la Guyane a sa place, a un rôle à jouer pour proposer autre chose en termes d'institutions. Nous avons raté le coche et je dis que c'est dommage. Je ne voulais pas arriver à l'Assemblée nationale en portant mes amendements, en portant mes projets qui seraient les projets de M. Serville en tant que tel, mais j'aurais voulu vraiment que ce soit les projets de la Guyane portés par la voix des 2 députés de la Guyane. Bon, il se trouve qu'on m'a fait des faits de non-recevoir. Je considère qu'il faut prendre acte de tout ça. La vie continue et je m'accorderai la possibilité de défendre du mieux que je peux les intérêts de la Guyane lorsque je serai dans l'hémicycle à partir du mardi 10 juillet prochain. Merci infiniment, monsieur le député, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Merci. Abordons à présent le chapitre social avec le bilan annuel de la CIMAD, le service d'entraide qui agit pour la défense et le respect des droits des immigrés et des demandeurs d'asile. En 2017, 5000 personnes ont été expulsées du territoire alors que seuls 900 sont passés par le centre de rétention de la CIMAD. Qu'est-il advenu des 4100 restantes? Marion Beaufils répond à cette question posée par Gaëlle Oassim. Alors, le bilan sur la Guyane, c'est le même qu'en fait un peu partout en Outre-mer. On constate encore une fois des expulsions massives, un recours massif à la rétention pour enfermer les gens et les expulser. Et encore une fois, et c'est des choses qui sont permises de plus en plus par les différents projets de loi qui se mettent en place, les expulsions se raccourcissent, les expulsions sont de plus en plus opaques. Et l'accès au juge est de plus en plus difficile pour les personnes qui font l'objet d'interpellations et d'expulsions, en Guyane en particulier.
L'outre-mer concentre 2/3 des expulsions de toute la France. Donc c'est un chiffre qui revient chaque année, hein, mais c'est vraiment sans commune mesure. Hein. Il y a eu plus de 20 000 expulsions depuis l'outre-mer en 2017, pour un total de 37 000 pour toute la France. Donc c'est de très très forts taux. Et en plus, parmi les personnes qui sont enfermées dans les centres, là où en métropole, on a davantage d'expulsions parce que les gens ont accès à des juges, en Outre-mer, ce n'est pas des choses qu'on constate. En Guyane, on est à 60% des personnes qui sont interpellées qui sont effectivement expulsées à la fin de leur rétention parce que justement, ils n'ont pas les mêmes droits qu'en métropole, que la loi n'est pas la même et que du coup, ils ne peuvent pas se défendre devant les juridictions. Sur les 5000 personnes qui ont été expulsées en Guyane en 2017, nous, on en a comptabilisé autour de 900 depuis le centre de rétention. Ça veut dire qu'il y en a plus de 4000 qui ont été expulsés par d'autres biais et sur lesquels on n'a pas prise et dont on sait que personne n'a pu avoir un regard sur leurs droits, n'a pu les accompagner dans ces procédures. C'est tout le problème, c'est que comme on ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne peut pas savoir si c'est légal. Direction la Martinique, qui certes à moindre mesure que chez nous, doit elle aussi faire face à des soucis dans ses établissements de santé. Depuis la semaine dernière, la maternité de la clinique de Sainte-Marie est fermée pour manquement grave. Une fermeture provisoire de 6 mois, le temps d'effectuer des travaux. Une décision prise par l'Agence régionale de santé après plusieurs alertes des syndicats. Je vous laisse découvrir le reportage de nos correspondants sur place. Le bloc opératoire et une grande partie de la maternité sont fermés à toute activité pour 6 mois. Des travaux sont déjà en cours dans une aile du bâtiment. Une rénovation attendue. Le personnel alerte la direction et les autorités depuis plusieurs mois sur des conditions de travail difficiles. Ce n'est pas une surprise, bien sûr, puisque nous avons fait de nombreuses manifestations au niveau du dysfonctionnement au sein de la clinique Sainte-Marie depuis des années. Bon, malheureusement, ça arrive maintenant, mais comme vous voulez, c'est difficile. Une mesure prise par l'Agence régionale de santé suite à des enquêtes menées précédemment. Il s'agirait avant tout d'une mise aux normes pour améliorer l'hygiène. Toute autre raison est rejetée. On travaille dans un centre hospitalier, il y a des décès, mais ce n'est pas suite à ça. Mais là, l'ARS a fermé, c'est pour un manque de matériel. C'est le manque de tout ce qu'on demandait depuis de quelque temps et qui n'a pas été fait. Avec cette fermeture, l'activité est déplacée vers d'autres centres, la MFME, la clinique Saint-Paul et l'hôpital de Trinité. Compte tenu des écarts à la réglementation qui ont été constatés, il y a des mises en demeure pour la réalisation de travaux et la prise de mesures pour mettre aux normes finalement cette activité. Et dans l'attente, effectivement, c'est une fermeture à titre conservatoire de l'activité qui a été décidée par l'ARS pour permettre à la clinique de prendre toutes ces mesures. En ce qui concerne le personnel, un plan est déjà à l'étude. Il concerne une vingtaine de salariés. L'ARS s'est assurée que la clinique avait pris toutes les mesures pour permettre à chacun de retrouver une affectation au sein de l'établissement. Des affectations qui n'ont pas encore été décidées selon les syndicats. Malgré notre demande, la direction de la clinique Sainte-Marie n'a pas souhaité répondre à nos questions. Restons en Martinique qui doit affronter une autre mauvaise nouvelle. Après avoir envahi le côté atlantique de l'île, les sargasses sont arrivés à point pour les vacances sur le bord Caraïbe. La Martinique se retrouve donc cernée de toutes parts par les algues brunes, à la grande consternation de ses habitants. Sandrine Claude. À Lens-Madame, ces quelques sargasses sont les dernières traces de l'échouage massif de ce matin. Gustave Honoré a assisté au phénomène, loin d'être habituel sur la côte Caraïbe. C'était vraiment fort de voir cette nappe qu'il y avait ce matin-là. Mais comme le vent s'est levé, le compte surface les a déplacés et les amène vers Casse-Pilote. Casse-Pilote, mais aussi Bellefontaine ou encore le Carbet. Habitante de la commune, c'est la première fois que Jacqueline en voit autant. C'est aujourd'hui qu'on a vu, il y en a beaucoup. Mais d'habitude, ça passe, ça sort, ça descend jusqu'au large. Et puis là, ça rentre sous la plage en ce moment. Hervé, lui, préfère ne pas croire à un scénario similaire aux communes du littoral atlantique. Ça va partir, je pense. Vu le courant, c'est pas la même chose sur le sud, le nord atlantique, le nord Caraïbe. Il y a deux types de courants. Et ce sont bien les courants marins qui expliqueraient ces échouages en côte Caraïbe. Jusque-là,
ils étaient assez rares. On a quand même une courantologie qui est très particulière et qui va dépendre aussi de la morphologie des fonds marins, qui va dépendre de la présence ou non de cailles, enfin de coraux. L'avantage de la côte Caraïbe, c'est qu'elle est beaucoup moins découpée que la côte Atlantique. La côte Atlantique présente pas mal de ce qu'on appelle des cul-de-sac, ou en tout cas des petites anses qui retiennent les sargasses, alors que côté Caraïbe, on a un littoral qui est déjà beaucoup moins festonné, c'est le terme exact, et donc les courants les évacuent quand même relativement rapidement. Depuis le littoral, d'importantes nappes en direction des côtes sont déjà visibles. Ces nouvelles arrivées pourraient bien jouer les troubles fêtes en pleine période de grandes vacances. Retour en Guyane avec un début de mois de juillet qui sent bon les vacances scolaires. Afin de répondre aux demandes, les collectivités s'organisent pour occuper et divertir ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir. C'est dans ce but qu'a été créé le Pass Vacances, véritable sésame pour accéder à toutes sortes de loisirs. Présentation dans ce reportage signé Gaël Oassim. À l'heure des grandes vacances, les municipalités et collectivités regorgent d'imagination pour satisfaire les Guyanais. Par exemple, la mairie de Matoury proposera des activités sportives et ludiques à l'intérieur des quartiers tout au long de ces grandes vacances. Le but, il est simple, c'est vraiment de lutter contre l'oisiveté, les gens qui s'ennuient, etc. dans les quartiers, leur proposer des animations dynamiques, variées, pour qu'ils puissent connaître les sports. Il y aura aussi donc l'handisport qui sera présent pour montrer justement aux jeunes qu'il y a des activités qui peuvent être pratiquées s'ils souffrent d'un handicap ou autre. Avec la réserve qui sera présente sur les animations, c'est pour montrer ce qu'il y a sur les sentiers à faire. Donc du coup, c'est vraiment pour leur montrer les intérêts qu'il y a sur leur commune et puis leur montrer que ça bouge, qu'on ne les oublie pas et qu'ils ont de quoi faire pour ces grandes vacances s'ils n'ont pas la possibilité de partir. Ayant débuté par un stage dans l'audiovisuel et un casting de jeunes talents ce week-end, la mairie entend dénicher de nouveaux talents parmi ses administrés. On a reçu une vingtaine de jeunes issus de quartiers différents qui se sont présentés, donc montrer leurs talents, que ce soit dans du rap, du slam ou du reggae. On a eu plusieurs talents qui se sont présentés. On a donc sélectionné à peu près 6 jeunes quartiers donc comme Cogno, de Zénith, de La Chaumière et de Copaya. Demain, ils ont rendez-vous pour des répétitions diverses et se présenteront donc pour la première fois le vendredi 12 juillet donc à Cogno et ils seront accompagnés de l'orchestre Authentic Voice. Donc la finalité, c'est de passer dans toute la caravane au mois de juillet et au mois d'août pour présenter, se produire sur scène pour une première expérience. Et puis pour la fête communale, on va élire le talent de l'année 2018 à Matoury. Vacances sportives, culturelles et patrimoniales pour la CTG, qui, en couvrant les 22 communes du territoire, espère quant à elle faire le plein comme l'an dernier. Donc depuis le 1er juillet, nous avons lancé le Top Vacances avec la collectivité territoriale de Guyane. C'est une demande du président Rodolphe Alexandre depuis 2017. Ça s'est très bien passé l'an dernier, donc on renouvelle l'opération cette année en donnant un peu plus d'ampleur. Et en s'associant avec différents partenaires, avec Culture Sport, Culture Tourisme, Culture Environnement, et puis avec toutes les directions de la collectivité territoriale culturelle, nous serons sur 22 communes encore cette année. Un avis défavorable avait été émis par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour la baignade dans certains points très fréquentés par les Guyanais sur l'ensemble du territoire. C'est un petit peu décevant d'avoir appris juste à la veille des vacances qu'on aura du mal à se baigner. Donc c'est pour cela qu'on fait appel à Ma Guyane Nage pour mettre la piscine avec tout ce qu'il y a derrière, avec des équipes compétentes pour l'analyse de l'eau. Et nous allons créer un beau site pour les personnes qui ne pourront pas aller sur la plage. Malgré tout, le soleil, la plage et la bonne humeur seront tout de même au rendez-vous pour ces vacances 2018. Comme chaque année, la rédaction de Moredac vous permet de découvrir le savoir-faire guyanais. Aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec Wina, guyanaise en charge du cocktail des célébrités lors du Carnaval tropical de Paris. Entre les passages des groupes créoles, haïtiens et brésiliens, elle nous a présenté ses délices. Je vous laisse vous régaler. Moredac en direct du Carnaval tropical de Paris. Je vais vous présenter les prestations des groupes guyanais, des groupes haïtiens qui ont participé à cette 17e parade en direct donc de Paris pour Moredac.
Petit de nous, c'est une Guyanaise qui s'occupe du catering du carnaval tropical de Paris sur les Champs-Élysées. La mairie de Paris lui fait confiance depuis de nombreuses années. Je vous présente Winna pour les délices de oui, c'est ça? Oui, les délices de oui. Qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai fait des côtes, des tartelettes à la crème, des dissémilés et gâteaux cramagnon. On s'est régalé. Et bien sûr, c'est une Guyanaise qui a assuré. Bravo ma chérie. Et des sacras crevettes aussi. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 3 juillet. Le dialogue semble rétabli entre les médecins urgentistes et la direction de l'hôpital de Cayenne. Alors que leur démission était effective depuis 24 heures, une période d'essai de 2 mois a finalement été acceptée par les responsables du char. Nous en avons parlé. Les 40% d'abattement fiscal dont bénéficient les Guyanais appelés à disparaître. Les petites lignes du livre bleu présenté par le président de la République remettent en question cet avantage ultramarin. Des détails que vous avez découverts dans votre journal. Enfin, nous nous sommes rendus à Paris où Moredac, votre média alternatif durant la prochaine pause de votre journal, a été à la rencontre des Guyanais qui ont marqué le carnaval tropical en s'imposant culinairement et artistiquement, des images que vous avez découvertes dans cette édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec le programme de la TV Guyane. Que tengan una buena noche.